On a besoin de vous pour nous éclairer, évidemment, sur ce sujet épineux du ZAN, et dans le cadre d'un calendrier qui s'accélère fortement. Je souhaiterais vous poser quelques questions sur le premier chapitre de notre proposition de loi, notamment intitulé « Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée ». La loi climat et résilience a confié aux régions un rôle prépondérant de chef de file dans cette architecture nouvelle du ZAN, et la Première ministre l'a confirmé récemment à Marseille, tel que nous l'avions envisagé au Sénat et dans la CMP. Il s'agissait pour la région de donner des grandes orientations déclinées par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme, la commune et le PCI, mais les décrets d'application ont profondément modifié la nature du SRADET, comme chacun le sait, qui sera désormais une forme de super SCOT régional. Et on échangera, je suppose, là-dessus, qui fixe des objectifs contraignants pour les collectivités, et plus que contraignants, c'est ce que nous... Enfin, on en parlera. Or, le SRADET n'est pas un document d'urbanisme, sauf à preuve du contraire. Il n'avait auparavant cette vocation, il n'avait pas cette vocation, et d'ailleurs, son élaboration n'offre pas les garanties habituelles de concertation qui prévalent pour les SCOT ou les PLU. Nous n'entendons pas remettre en cause la compétence de la région naturellement, mais il nous semble qu'il faut rassurer les collectivités locales et leurs représentants ici par voie de conséquence pour apporter des garanties de dialogue territorial et renforcer l'approche décentralisée pour parler gouvernance du ZAN en clair. Pourriez-vous nous donner la position des régions sur l'article 2 également du texte qui vise à revenir à l'esprit de la loi que nous avions votée en donnant aux dispositions ZAN du SRADET un caractère d'orientation et non de contrainte. En clair, nous ne voulons pas de fascicules réglementaires, et c'est l'objet là d'un bras de fer avec le gouvernement. Les régions sont-elles toutes favorables à ce que le SRADET devienne un super SCOT, comme le souhaite donc ce même gouvernement? Comment les régions entendent-elles s'emparer des propositions qui ont été faites par les conférences des SCOT en matière de territorialisation, notamment sur les critères de répartition à venir? Est-ce qu'il vous paraît de bonne pratique que les régions soient tenues de justifier de la manière dont il a été tenu compte de ces propositions, comme le prévoit l'article 2? Si vous le permettez, j'aimerais bien savoir, et je pense que la Commission s'associera à mes propos, comment ça s'est passé de votre point de vue dans votre propre région, au sein des régions, si ça en avait le retour, ce droit de proposition exercé par les SCOT, ces propositions qui devaient être déposées avant le 22 octobre, cette conférence des SCOT et les décisions que doivent prendre les régions avant la semaine prochaine, en l'état du texte, si nous ne votons pas autre chose. Et dans la perspective de modifier, de réviser plutôt un SRADET, comment vous avez accueilli ces propositions, ces demandes de différenciation, et on échangera là-dessus si vous le voulez bien. Quel est votre sentiment sur la conférence régionale de gouvernance que nous proposons par l'article 3, qui rassemble la région, les intercos et surtout les maires, dans ce qui est à présent une simple conférence des SCOT? Le ministre n'y voit que de la complexité, une énième usine à gaz, voilà, des choses sympathiques comme ça. Mais n'est-il pas nécessaire de mettre tout le monde autour de la même table à un moment donné pour aborder ces questions? Quant au projet d'ampleur nationale et européenne, sujet très important aussi de ce texte, prévu par l'article 4, la méthode de qualification proposée, c'est-à-dire par les régions après avis de la conférence, est-ce que tout cela vous paraît adéquat? Est-ce que tout ça vous paraît adéquat d'avoir une gouvernance régionale qui donne un avis sur qu'est-ce qu'un projet d'intérêt national européen, qu'est-ce qu'un projet d'intérêt régional, etc. Faut-il y inclure des projets de nature économique? Alors on évoquera les gigafactories chères à notre présidente, mais on peut évoquer beaucoup d'autres projets économiques, y compris de nature privée, mais ayant un intérêt public, bien entendu. Comme le dit le ministre, ces projets devraient-ils rester dans une enveloppe régionale au motif que le développement éco est une compétence de la région? L'artificialisation des grands projets nationaux, pour vous, est-ce qu'elle doit être répartie entre toutes les régions, comme le souhaite le gouvernement, ou sortir complètement de l'objectif de réduction de l'artificialisation, comme nous le voulons ici? Mais enfin, quel est votre sentiment sur ce sujet? Et pour finir, évidemment, ne pas être trop long, nous souhaitions vous interroger sur les mécanismes proposés par le Sénat dans le chapitre 3 de la proposition de loi qui est intitulé « Mieux prendre en compte les spécificités de territoire au profit des petites communes et de la ruralité ». Et je n'oublie pas les petites communes et la ruralité et le littoral et sa montagne, et puis les deux comme chez Frédéric. Voilà. Nous proposons deux choses. D'abord, une mise en réserve d'une petite part de l'enveloppe régionale en vue de pouvoir autoriser des projets d'intérêt supracommunal dans des petites communes n'ayant pas assez de droits. Et d'autre part, nous proposons une surface minimale pour toutes les communes à hauteur d'1 hectare, qui fait beaucoup gloser, afin d'éviter que les communes peu consommatrices ne soient sacrifiées.
Je veux dire autrement, une petite commune qui n'a pas à se faire entendre de son EPCI, de son SCOT, de sa région, et qui ne sont pas concernés par cette histoire du ZAN, et qui a l'impression de subir cet objectif, qui ne va bénéficier au final toujours au même, c'est-à-dire les métropoles, les grands ensembles, enfin, on connaît la chanson. Donc c'est pour ça qu'on propose, nous, des filets de sécurité, et en l'espèce, donc cette surface minimale, cette enveloppe régionale, consacrée à la ruralité. Je crois que les régions sont peu favorables à ces mécanismes car elles craignent qu'ils n'amputent trop fortement l'enveloppe régionale qui doit être territorialisée. Pourriez-vous nous préciser cela et nous présenter vos propositions alternatives pour protéger les communes rurales, parce que nous sommes sûrs que vous partagez cet objectif pour autant. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, merci d'abord pour le principe de cette audition. J'excuse évidemment Carole Delga et puis Alain Rousset, qui est le président de la commission aménagement du territoire, qui suit également de près ce sujet du SRADET et du ZAN en particulier. Et puis vous remercier d'avoir créé à travers cette proposition les conditions d'un débat qui vient de façon convergente aussi accompagner les régions, mais aussi les autres représentants des collectivités locales, dans des discussions que nous avons depuis cette loi, depuis les décrets d'application. On avait même discuté, été auditionné, Région de France, par le cabinet d'Emmanuel Vargon à l'époque, avant l'écriture des décrets d'application. Il y a un certain nombre de sujets que l'on retrouve aujourd'hui et que l'on avait déjà pressentis et demander d'essayer d'éviter. Bon, on n'a pas été suffisamment entendu de ce point de vue-là. On l'avait été un petit peu sur les délais. Donc merci évidemment de nous proposer à travers cette proposition de loi la possibilité d'en discuter. Je vais répondre à vos questions et vous brosser assez rapidement les premières réactions. Et bien entendu, on complétera avec le questionnaire de façon plus complète, parce qu'il y a des sujets aussi sur lesquels on aura besoin de concerter plus en profondeur certaines autres régions. Mais bien entendu, je pourrais vous parler en particulier de l'expérience de la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous dire en effet que, d'abord, rappeler que les régions, on a pris nos responsabilités en termes de sobriété foncière. Et la loi NOTRe, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a envie de se rapporter aussi à la loi NOTRe, et ce que la loi NOTRe avait prévu, notamment sur les SRADET, et en particulier le fait que les SRADET ne doivent pas être des super-SCOT. En effet, nous sommes là pour prévoir des schémas régionaux d'aménagement, de grandes orientations. Nous ne sommes pas des documents, le SRADET, ce n'est pas un document d'urbanisme. J'en fais la différence, je suis moi-même adjointe d'une commune de 25 000 habitants, étant adjointe à l'urbanisme. Alors vous voyez, je suis au debout de la chaîne alimentaire du ZAN de ce point de vue-là. Donc, bien sûr, on se rapporte beaucoup à l'esprit de la loi NOTRe, et les régions, on avait pris nos responsabilités sur le sujet de la sobriété foncière. Et il est vrai qu'on s'est engagé, parce que voilà, on respecte la loi, donc on s'est engagé dans ce timing de février 2024 sur deux sujets qui sont extrêmement complexes. Et c'est ça qui est difficile. Vous parlez, monsieur le rapporteur, du maire rural, du maire un peu isolé, qui découvre tout d'un coup une masse de réglementations et de sujets qui peuvent l'inquiéter, et on le conçoit très bien, et toutes les régions l'ont très bien entendu et conçu, qu'effectivement c'est très complexe. Et c'est d'autant plus complexe que l'on compte la consommation jusqu'en 2031 et le passage aux ZAN jusqu'en 2050-51, ce qui n'est pas la même façon de penser et d'imaginer les choses. Donc de ce point de vue-là, tout ce qui est dans la proposition de loi pour venir faciliter la coordination entre consommation et artificialisation, je pense que ça sera des sujets évidemment intéressants aussi. Bon, on s'est mis dans ce travail, évidemment, toutes les régions se sont organisées et ont organisé une concertation pour travailler d'abord cette territorialisation et puis dans un second temps le parcours vers le ZAN. On s'est très vite retrouvé confronté à un certain nombre d'interrogations qui ont été portées et par Région de France, Carole Delga, et par les présidents de région qui ont pris l'initiative d'écrire soit à Madame la Première ministre, soit à Christophe Béchu, en relevant et en demandant un certain nombre de sujets. Le desserrement du calendrier, assurément, ou en tout cas, on a fait des propositions, évidemment, dans ce sens. La question des grands projets, parce que ça nous semble extrêmement inéquitable de ce point de vue-là, et tout dépend du parcours et du contexte des régions, évidemment. Et puis ce sujet que l'on partage, il y a eu un recours de l'AMF sur les décrets, sur la question du fascicule des règles ou du fascicule des objectifs, et c'est également une situation que l'on partage. On a pu
faire passer ces évolutions-là. Il est vrai que depuis le mois d'octobre, et Christophe Béchu nous avait concerté début octobre en nous disant que très vite il allait demander une réécriture des décrets d'application à tout le mois, mais sans changer le cadre de la loi et sans changer le délai de février 2024. Donc c'est pour ça que la proposition peut peut-être venir un peu ouvrir des perspectives et c'est une bonne idée. Mais force est de constater que depuis, nous n'avons pas d'informations concrètes, pas non plus sur le délai, et que les courriers sont restés plutôt sans réponse, ce qui nous pose souci et question. Et théoriquement, si on doit, dans le rétro-planning de février 2024, avancer, on devrait, là, toutes les régions, voter en mars-avril la proposition de modification des SRADET pour ensuite avoir tout le temps pour être à temps sur février 2024. Donc évidemment, on est dans une situation de blocage. Et au-delà de ce sujet de timing, de calendrier et d'incertitude sur l'écriture ou la réécriture des décrets d'application, on a aussi fait remonter par le fruit de la concertation, vraiment, parce que je pense qu'en effet, et vous l'avez dit, personne d'autre que les régions n'est plus au fait de ce qu'est la construction d'un SRADET. On les avait tous fait. On doit recommencer quelques mois ou un an et demi plus tard. S'il y a un sujet, et j'en reviendrai sur ma conclusion là-dessus, c'est vraiment la nécessité de la stabilité des documents d'aménagement du territoire, la stabilité des documents de planification. Être sans arrêt en train de refaire et de retravailler ces sujets-là, c'est absolument pas raisonnable. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on a un certain nombre, au-delà du problème de calendrier, on a des problèmes d'impensés de fond. Le rapport entre ZAN et logement social, le rapport entre ZAN et évolution du trait de côte ou loi montagne, en effet. Le rapport entre ZAN et capacité de renaturation dans les communes rurales, c'est aussi évidemment un sujet de question. Et le rapport entre ZAN et énergie renouvelable. Donc ça, c'est aussi des sujets de fond sur lesquels on n'a pas de réponse. Si j'en viens rapidement à vos articles et à vos propositions, il y en a un certain nombre qui vont recueillir un avis assez favorable de la part des régions et qui vont de façon convergente dans ce sens-là. Sur la demande de desserrement du calendrier, oui, bien sûr, c'est une bonne chose, en tenant compte, parce que on est en responsabilité sur ces sujets-là et les territoires nous attendent aussi. Un certain nombre de territoires sont actuellement en cours de révision ou d'élaboration de leur SCOT, de leur PLUI, de leur PLU. Eux sont inquiets du timing aussi, évidemment, et du calendrier. On a cette écoute-là envers eux. Décaler d'un an, il faut le faire pour tout le monde, bien entendu. Ce que l'on vous demanderait et ce que l'on fera valoir, c'est l'idée de ne pas décaler que sur la partie foncière, puisque la loi climat résilience et la loi AGEC nous demandent aussi des modifications, bien souvent des SRADET, sur d'autres volets. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est le cas pour la logistique et c'est le cas pour les déchets. Il nous apparaîtrait curieux de modifier là le SRADET sur ces volets-là, parce que le calendrier n'aurait pas été modifié, alors qu'on aurait un an de plus pour le foncier. On ne peut pas, comme je l'ai dit, être sans arrêt en train de refaire et réélaborer des SRADET. Surtout que c'est un coût pour les régions et c'est en fonctionnement pour nous. Donc, mais sur le principe, évidemment, c'est bien. Sur l'enveloppe nationale, c'est notre souhait. Et notre souhait pour une enveloppe nationale, c'est que ça soit un comté à part. Le ministre Béchu parle d'un comté à part depuis le début. Oui, un comté à part, mais nous, on veut un comté à part hors ZAN. Enfin, hors enveloppe blanche, hein, qui ne soit pas remutualisée et redistribuée entre les régions, partant du principe aussi qu'on n'a pas le même contexte. Dans le travail d'élaboration des SRADET, les régions, on a fait ce travail en tenant compte des parcours et des trajectoires des territoires, et en différenciant justement selon les territoires. Là, la loi ne vient pas différencier suivant les régions et suivant les parcours et les situations des régions. On n'a pas toutes le même taux d'artificialisation, on n'a pas toutes les mêmes capacités de friche, voilà. Donc il faut aussi réfléchir les choses. Donc et puis on n'a pas tous le même développement. Évidemment, je suis d'une région concernée notamment par GPSO et par la LGV à continuer. Donc il nous apparaît très normal que ces grands projets-là remontent dans une enveloppe nationale sans être mutualisés ensuite. Et oui, bien sûr, pourquoi pas, au-delà des projets d'infrastructure, faire monter dans ces projets-là des projets industriels. On doit réindustrialiser la France. Il y a les gigafactories, il y a d'autres sujets. En Nouvelle-Aquitaine, on propose dans la liste des grands projets un projet de nature industrielle, voilà, dont on connaît et dont on mesure déjà l'impact. On avait déjà proposé et demandé s'il était possible d'avoir une enveloppe blanche pour le développement économique et pour les grands projets industriels. Il nous a été dit que non, il faut être en capacité de mesurer l'impact en nombre d'hectares des grands projets qui remonteraient.
Il y a peut-être un sujet sur les différents critères, mais là, pour le coup, je vais parler Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que certaines régions sont très grandes. C'est d'actualité en ce moment. Il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, considérer qu'un grand projet au niveau national serait un projet interrégional, ça va par exemple nous amener à ne pas pouvoir décompter au niveau national la liaison Poitiers-Limoges, que l'on considère comme étant d'intérêt national, mais qui est au sein de notre région. Donc ça aussi, c'est des sujets sur lesquels il faudra probablement qu'on puisse discuter. Sur la partie fascicule des objectifs ou fascicules des règles, ce que l'on aimerait, nous, les régions, c'est en revenir à l'esprit de la loi NOTRe, qui laissait la liberté aux régions. Pas forcément, on est d'accord pour que ça ne soit pas obligatoirement dans le fascicule des règles. Peu de régions ont mis les 50% d'ailleurs dans le fascicule des règles. Pourquoi le rendre obligatoire absolument dans le fascicule des objectifs? Pourquoi ne pas laisser un peu plus de latitude aux régions pour décider entre objectifs et règles? Ça peut faire partie des sujets. Juste Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on a mis les 50% dans le fascicule des objectifs, donc on est sur la prise en compte. On a mis quand même une règle générale qui parlait de la sobriété foncière sur le fait d'en tenir compte, et c'était négocié avec les SCOT à l'époque. Pardon de vous interrompre, ce sera la seule fois, mais c'est un point très important. Il est technique, mais il est très très important. Donc vous n'êtes pas en demande d'un fascicule réglementaire dans chaque SRADET. Vous n'êtes pas en demande, au nom de Région de France, de SRADET normatif. Vous ne dites pas que le sens de l'histoire, concernant toutes les politiques publiques, logement social et autres, urbanisme et aménagement, c'est d'avoir des régions chefs de file qui planifient tous ces sujets. C'est bien ce que vous dites. Le fascicule des objectifs, il est quand même normatif. Mais c'est juste le sujet de la prise en compte. Par rapport au ZAN, hein, je parle bien du ZAN. Puisqu'on est dans la technique et dans les mots, la prise en compte, c'est bien ce que vous dites. Oui. Ce n'est pas une mise en compatibilité que vous prônez. Nous, on demande d'en revenir à l'esprit de la loi NOTRe, qui nous laissait la possibilité d'inscrire la sobriété foncière, soit dans les objectifs, soit dans les règles générales. Voilà. Laissez le choix, suivant le contexte. Donc ça peut être prescriptif. La Nouvelle-Aquitaine, on a mis 50% en objectifs. Et ça a été fait exprès, ça a été le fruit de la négociation avec les territoires. Et en règle générale, on a dit qu'il fallait d'abord inciter et faire la démonstration que les projets ne pouvaient pas se tenir dans l'enveloppe urbaine existante, d'essayer, voilà, un petit peu comme ça a été, c'était surtout sur la question du commerce et du commerce de périphérie, de faire en sorte sur ce sujet-là de limiter l'extension du commerce de périphérie et de dire qu'il faut d'abord prouver que ça ne peut pas trouver sa place dans l'enveloppe urbaine existante ou en centre-ville ou en centre-bourg avant de pouvoir tout simplement aller sur des terres nouvelles. Voilà. Et ça, on l'a mis dans les règles générales avec une portée un petit peu plus prescriptive. Donc il peut y avoir comme ça de la finesse. Tout le principe, c'est celui de respecter la négociation. Et ça avait été discuté et coécrit avec les SCOT à l'époque, parce que n'existait pas encore la fameuse conférence régionale des SCOT, mais il n'en demeure pas moins qu'on l'avait réunie de façon ad hoc. Voilà. Et toutes les régions ont fait de la même manière. C'est évidemment pour nous important. La prise en compte des efforts passés, oui, c'est un principe vertueux. On y travaille. C'est pas facile dans les faits. Chaque territoire considère qu'il a été vertueux de son point de vue et de son contexte. Donc de ce point de vue-là, ça sera voilà. Il faut comment trouver une méthode là-dessus sur la prise en compte. On y travaille, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on regarde la consommation pure, vous avez une géographie qui ressort. Et on voit très nettement les hectares consommés par EPCI ou par SCOT ou par département. Si vous rapportez la même mesure par habitant supplémentaire, l'image est inversée. Bien souvent, les territoires plus ruraux ou les territoires moins attractifs ont consommé beaucoup plus d'hectares par habitant supplémentaire. Donc on essaie de travailler différemment en regardant finalement la consommation sur les dernières années et en distinguant, on essaie de distinguer 2011-2016, 2016-2021 pour voir quel a été l'effort et on essaie de mesurer ça. Voilà. Mais c'est complexe, hein, quoi qu'il en soit. La mesure des efforts passés, il y a beaucoup de pédagogie aussi à faire là-dessus, parce que, évidemment, les SCOT voient, et on a dans notre SRADET actuel, notamment cette notion de trajectoire, c'est-à-dire un SCOT qui est à 30%, qu'il arrive à 45%, il fait déjà un gros effort après tout. Bon, voilà. Mais il faut évidemment y faire attention. Et puis ensuite, il y a les dispositions que vous avez citées sur lesquelles on est évidemment plus mesuré. La conférence régionale
pour le ZAN. Alors je ne reprendrai pas les propos du ministre, mais c'est vrai que du côté de Région de France, on considère pour nous que ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable. On a déjà l'habitude de travailler avec la conférence régionale des SCOT, qui d'ailleurs intègre les EPCI. On a tous créé des commissions de concertation ad hoc. On a la CTAP, qui est un lieu dans lequel toutes les étapes du SRADET sont discutées et sont présentées. En Nouvelle-Aquitaine, on a créé un groupe de travail issu des membres de la CTAP, ajoutant les représentants des associations départementales, des maires ruraux, sur lesquels on travaille et on leur montre, ce sont les personnes en Nouvelle-Aquitaine les plus à jour de ce que l'on travaille sur le SRADET et sur le ZAN. Voilà, une conférence régionale ZAN qui viendrait obliger la région à rendre systématiquement des comptes sur toutes les décisions, ça nous apparaît compliqué à mettre en œuvre. Ça va relancer systématiquement des débats compliqués. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, on l'a fait, les régions, on a pris nos responsabilités de ce point de vue-là. Tout le monde a créé ces temps de concertation, de discussion et de dialogue. Cette conférence-là, telle qu'elle est proposée, nous apparaît difficile à mettre en œuvre, difficile à faire vivre et voire même ne pas respecter pour le coup le chef de fila de la région en matière d'aménagement du territoire. Donc oui, elle nous pose difficulté. Auriez-vous, Madame la vice-présidente, une proposition à formuler qui permettrait une gouvernance partagée avec des collectivités? Si je peux me permettre, là, vous avez votre organisation régionale, mais vous le savez, enfin voilà, toutes les régions ne fonctionnent pas de la même manière. Et surtout, c'est lié à la prescriptivité qui est voulue aujourd'hui dans les décrets. Alors franchement, je ne connais pas une région qui actuellement fait son SRADET et son ZAN sans discuter avec ceux qui sont au cœur de la planification, c'est-à-dire les représentants des SCOT et les maires. Et puis on a beaucoup de courriers, on a beaucoup de remontées. Au-delà des concertations qu'on fait, sincèrement, on tient vraiment compte de ce qui est tenu. Non, pour nous, la conférence régionale des SCOT intégrant les EPCI sans SCOT, la CTAP et les commissions ad hoc que l'on a pu monter, pour nous, suffisent. Une conférence régionale du ZAN, très sincèrement, c'est un sujet où dès que vous rassemblez, et je vous parlerai de des propositions des conférences des SCOT, ils ont déjà eu beaucoup de mal à se mettre d'accord entre eux. Parce que chacun, finalement, défend, et c'est bien normal, son propre parcours, son propre territoire, son propre contexte, sa propre situation. En Nouvelle-Aquitaine, la conférence régionale des SCOT n'a pas fait de proposition de pourcentage de territorialisation, parce que c'était impossible pour eux de se mettre d'accord. Et donc, à un moment, en effet, c'est l'apport de la région d'avoir cette vision un peu supra et de faire des propositions qu'ensuite on discute et qu'on concerte. Donc, pour nous, cette conférence régionale du ZAN, elle nous apparaîtra vraiment difficile à mettre en œuvre et probablement surabondée à des dispositifs qui existent. Et à un moment, on a le chef de fila en aménagement du territoire. C'est quand même un peu respecter les compétences des régions, de les laisser s'organiser et organiser la concertation là-dessus. Et bon, dans le détail, mais on verra, hein, on réfléchit évidemment à ce qu'on pourra vous écrire là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de balayer la possibilité de discuter, de concerter et d'expliciter les décisions, mais si je reprends les articles, il y a vraiment des sujets sur lesquels les régions vont être très mises. D'abord, la composition, il faudrait quand même effectivement en discuter. Les pouvoirs qui seraient donnés à cette conférence, si on doit systématiquement, par délibération, en assemblée plénière, justifier, par exemple, de toutes les décisions que l'on aurait à prendre sur une demande d'un EPCI de faire rentrer un projet ou pas dans une enveloppe régionale ou quoi, sincèrement, ça nous apparaît assez difficile à mettre en œuvre et tout le monde va demander son projet. Je ne fais pas un rendez-vous avec un président de PCI qui n'a pas son propre projet ou ses 2-3 projets à faire remonter dont il considère, et c'est normal de son point de vue, qu'il est d'un intérêt primordial et d'un intérêt supérieur. Si on fait ça, la difficulté va être celle de la mise en œuvre de la sobriété foncière et de l'objectif final des 50% territorialisés. Je crains en 2031 qu'on n'y arrive pas. Si je couple avec le sujet de la garantie rurale, vous voyez que ça renforce ce côté un peu échappatoire à l'objectif général. Ça nous apparaît compliqué d'entrer dans ces dispositifs-là. Mais on vous l'écrira de façon plus précise aussi.
J'ai bien entendu votre question là-dessus. La garantie rurale, bon, de la même façon, hein, les régions, on tient compte, parce qu'on a bien compris. Encore une fois, il y a deux sujets. Hein, le sujet de la consommation, le sujet du ZAN. Les maires ruraux ont, à juste titre, porté l'idée qu'il fallait raisonner par projet, plutôt que raisonner par décompte, voilà, que c'était pas ça. Et franchement, on est assez d'accord avec ce sujet-là, et c'est important, et je comprends très bien, et on comprend très bien les maires ruraux qui disent, mais avec le ZAN, on n'aura rien à renaturer, c'est inéquitable. C'est vrai. C'est vrai. Un territoire qui aura des facilités à renaturer, évidemment, pourra réouvrir des droits à consommer. Donc, effectivement, il faut réfléchir là-dessus. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, mais d'autres régions le font, on réfléchit à, puisqu'on doit territorialiser, faire en sorte que les communes rurales ou les secteurs ruraux, les secteurs qui ne sont pas en profil d'hyper-attractivité ou qui n'ont pas été très consommateurs du foncier, puissent disposer d'un pourcentage plus favorable. Le premier sujet que l'on a, ce que l'on a vu par rapport à la conférence régionale des SCOT et par les propositions que l'on a eues, on s'est mis d'accord sur l'échelle de territorialisation. Ça, on l'a discuté avec les SCOT et on sera à l'échelle des SCOT, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. On avait pensé aux EPCI sans SCOT, on s'était dit on va les regrouper peut-être à l'échelle de nos contrats de territoire ou quoi. On a vu que finalement on n'avait pas le pouvoir et on n'a pas, finalement, les régions à décider que des EPCI vont devoir se regrouper entre eux. Ils n'ont pas fait de SCOT, c'est en général pas par hasard, et les forcer à se regrouper entre eux pour décider. Nous, on considérait que d'être à une échelle plus large, ça permet d'être plus intelligents ensemble sur l'aménagement, mais en tout cas, si ce n'est pas leur choix, donc pour les EPCI sans SCOT, on sera à l'échelle des EPCI. Ça, c'est vu avec l'échelle, avec les SCOT. Ce qui est vu aussi en commun avec les SCOT, c'est le fait qu'on parle plutôt en pourcentage plutôt que de parler en hectares. Parce que ça laisse plus de souplesse, évidemment, dans la question, dans le principe des trajectoires. Donc, on ne va pas fixer des hectares à consommer et des enveloppes d'hectares à consommer. On va donner des pourcentages par profil. Vous pourriez nous dire pourcentage par rapport à quoi quand vous dites pourcentage? Alors, c'est la territorialisation des 50%. Si on était à 50% sans projet d'envergure nationale ou régionale, c'est 50%. Ça veut dire que certains territoires sont à 52, d'autres à 48, en fonction de leur profil, de leurs besoins. Ça peut être du 53-47, tout dépend. C'est ça la territorialisation. C'est ne pas fixer 50% à tout le monde. Parce que sinon, nous, on a mis 50%, toutes les régions ont mis 50% à peu près. Hein. Donc la territorialisation, c'est ça. La difficulté, et c'est pour ça qu'on a beaucoup milité pour l'enveloppe nationale, c'est que en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est pas 50% qui va servir d'étiage, c'est 54%. Parce qu'on va devoir mutualiser 3500 hectares que l'on sait en prévisionnel de grands projets. Ça veut dire que les 50%, ils sont à 54. Et de là, si ça ne change pas, mais on espère que ça va changer, de là, eh bien, il va falloir territorialiser. Donc on a fait 5 profils. Profil littoral et rétro-littoral, profil métropolitain, profil des grandes aires urbaines, profil en confortement, profil en revitalisation. Et à chacun, on va donner un pourcentage à l'échelle du SCOT ou à l'échelle de l'EPCI sans SCOT. Si on est un profil en revitalisation, ça sera peut-être du 51% par rapport à 54, et un profil littoral, ça sera peut-être du 58. Bon, on travaille ça, et ça vraiment on le travaille en discussion avec les territoires, on fournit toutes les études, tous les calculs. Pour nous, l'important, c'est de ne pas partir de 54, c'est bien de partir de 50, c'est-à-dire de bien faire remonter cette enveloppe des projets nationaux pour ne pas gréver la possibilité de développement des territoires au niveau local. Mais c'est ça que ça veut dire la territorialisation, et c'est ça qui est au final dommage dans ce dispositif de la loi climat-résilience, c'est que la sobriété foncière, c'est vertueux. Ça permet de travailler différemment l'aménagement du territoire. Bien sûr qu'on a eu des pratiques qu'il faut repenser. Ça a été le cas sur le commerce de périphérie et tout le monde s'en est rendu compte maintenant. Mais territorialiser ou aller vers le ZAN, ça devient plus compliqué, ça crispe et la vertu se perd un peu en chemin, évidemment. Et surtout, le grand défaut, c'est que ça pousse tout le monde à travailler sur du quantitatif. Là où en matière d'aménagement du territoire et de sobriété foncière, on devrait travailler sur le qualitatif. Et donc dans cette proposition de loi, la question du qualitatif, elle doit être vraiment un fil rouge, un fil directeur à notre sens, parce que c'est là-dessus qu'il faut. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve avec les grandes associations, AMF, AMRF, départements, interco. C'est travailler sur le projet, sur le qualitatif, sur l'aménagement autrement.
Voilà, tout le monde ne peut pas densifier de la même façon. Oui, il faut changer les formes urbaines, mais ça demande du temps. C'est tous ces sujets-là qui sont un peu impensés. Et le fait de nous contraindre là à être sur du quantitatif dans un délai extrêmement restreint et d'engager tout le monde dans des modifications, ça devient un peu malheureusement contre-productif à un objectif que tous les élus ont au contraire intégré. Donc bon, sur cette garantie rurale à voir, c'est vrai que du coup, si elle fixe 1 hectare, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut bien mesurer ce qui est du ressort des SRADET et ce qui ne l'est pas. Voilà, on n'est pas du ressort du SRADET de descendre à la commune. C'est ni notre volonté, ni notre objectif, ni notre savoir-faire, hein, très, très concrètement. Donc il faudra trouver des modalités d'organisation. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, la garantie rurale, on l'a assurée à travers le profil revitalisation et confortement. Voilà, par exemple. Il y a des solutions, il y a des intelligences qui sont possibles. Sur... Vous précisez ce profil de revitalisation confortement, vous l'appliquez par un pourcentage uniquement ou il y a pourcentage. C'est un pourcentage, voilà. Sur la territorialisation, je ne sais pas encore. Le jour où je saurai dire ce qui sera décompté en grand projet, voilà. Sachant qu'on veut aussi conserver une enveloppe des grands projets régionaux, c'est important, parce que tout n'a pas vocation à remonter au niveau national, on est d'accord. Il faut garder cette capacité de mutualisation. Il y a plein de dispositifs intelligents sur lesquels on peut réfléchir à travers ces SRADET, c'est plutôt de cette façon qu'on voit les choses. La question de la fongibilité, vous parlez des projets territoriaux, c'est très intéressant comme dispositif. Bien sûr, pourquoi pas. J'ai vu dans votre proposition de loi qu'il serait considéré que les grands projets, les projets territoriaux pour les EPCI et les communes sans SCOT ou sans PLUI pourraient peut-être décidés par les SRADET. À notre avis, non. On n'a pas, nous, les régions, à s'occuper de ça. Ce n'est pas forcément la modalité. Pour le coup, on est vraiment dans le local. Là où il y a des SCOT, ils décideraient de leur trajectoire. Et ceux sans SCOT ne pourraient pas. Ça serait la région qui déciderait. Ça nous apparaît un peu... Ça paraîtra difficile. Ça, pour le coup, s'il y a une conférence régionale du ZAN, je peux vous garantir que ça posera discussion, évidemment. Donc, on peut trouver plein de sujets. Sur le logement social, pourquoi pas prévoir une décote ? Pourquoi ne pas prévoir une décote pour le logement social sur la consommation foncière? Il y a plein d'idées, il y a plein de choses comme ça. Simplement, effectivement, dès qu'on est dans le quantitatif et qu'on fixe comme ça des choses très précises, ça devient plus compliqué à mettre en œuvre et surtout bien réfléchir à ce qui est du niveau d'une région et ce qui n'est pas du niveau et des compétences d'une région là-dessus. Voilà. Alors la saisine, voilà, bon, l'article 5 sur la saisine des EPCI après avis de la conférence ZAN sur les projets d'ampleur régionale, ça nous paraît vraiment impossible à mettre en place. Enfin, ça là-dessus, pour nous, ça nous paraît pas souhaitable et acceptable. Et puis voilà. Après, je peux répondre à toutes vos questions. Il y a la question des jardins aussi, des espaces verts, de la densification, du calcul de la consommation, de l'artificialisation. Il y a plein de sujets sur lesquels on vous répondra aussi, évidemment, par écrit là-dessus.